Je vais commencer ma présentation par un avertissement. Il ne s'agira pas d'un avertissement de nudité ou de violence comme on voit parfois avant les films. En fait, ici, c'est simplement une mise en garde pour vous dire qu'il se pourrait que la présentation d'aujourd'hui occasionne un changement dans vos croyances personnelles. On va commencer la présentation en parlant du cas de Julie. Alors, Julie vient tout juste de recevoir un diagnostic de leucémie. Elle est complètement sous le choc de cette nouvelle et ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a toujours pris soin de sa santé, elle mange bien, fait de l'exercice régulièrement et n'a jamais fumé ni abusé d'alcool ou de drogue. Et oui, ça se peut. Elle ne comprend pas pourquoi c'est elle qui a un cancer alors que plusieurs personnes de son entourage sont en bonne santé malgré des habitudes de vie néfastes. Elle a beau chercher la cause de son cancer, elle ne la trouve pas. Pourquoi moi? Pourquoi moi, c'est une question qui revient beaucoup chez les personnes qui vivent avec un cancer. C'est pas bon le son? Je vais vous parler un tout petit peu de recherche aujourd'hui. C'est que le début de ma présentation, mais je pense que c'est bien important de passer. Si on regarde maintenant la littérature sur la première supposition que le stress ou les autres facteurs psychologiques, que ce soit les traumatismes qu'on a vécus ou encore des conflits non résolus, causent le cancer, ici j'ai marqué des dizaines d'études, mais on est rendu sûrement à des centaines d'études qui ont tenté de vérifier ce lien-là jusqu'à présent. Et globalement, si on regarde la littérature dans son ensemble, on doit conclure que les recherches n'ont pas réussi à établir un lien fort entre le stress ou les autres facteurs psychologiques et l'apparition initiale d'un cancer. Quand il y a certaines études qui ont montré un lien, dans le domaine scientifique, on est habitué à ça, il va y avoir des études qui vont montrer des résultats positifs, d'autres études qui vont montrer des résultats négatifs. Il faut prendre les résultats dans l'ensemble et voir vers quel côté la somme des informations qui est disponible va. Dans les quelques études qui ont montré une relation entre le stress et le cancer, souvent on n'a pas tenu en compte le fait que souvent les personnes plus stressées ou plus déprimées vont avoir tendance à avoir des habitudes de vie qui sont plus néfastes, comme par exemple moins bien manger, faire moins d'exercice. Et ça, ce sont des comportements de santé qui peuvent avoir une influence directe sur l'évolution d'un cancer. Il y a un phénomène de biais de rappel qui peut expliquer aussi que dans certaines études, surtout les premières études qui ont été faites, on a établi un lien. Ce que l'on sait, comme par exemple, dans certaines études, on a comparé des personnes atteintes de cancer à des personnes qui n'avaient jamais vécu de cancer et on leur a demandé, dans la dernière année, combien d'événements stressants et quels événements stressants vous avez vécu. Et dans certaines études, on a montré que ceux qui avaient eu un cancer avaient vécu plus d'événements stressants. Cependant, le problème, c'est que l'on sait très bien que si actuellement on est dans une situation difficile, comme le fait d'avoir reçu un diagnostic de cancer, on va être plus susceptible de se souvenir d'autres événements négatifs qu'on a vécu dans la dernière année que si on est dans une bonne période et que notre moral est bon. Aussi, levez la main qui, dans la dernière année, n'a vécu aucun stress. Personne ne lève la main. Donc, j'en conclus que personne n'a vécu aucun stress dans la dernière année. Et donc, je me souviens dans une entrevue avec les médias avoir dit récemment que si le stress était tant que ça associé au cancer, ce serait tout le monde qui aurait un cancer, ce qui n'est pas le cas actuellement, fort heureusement. L'autre chose, c'est que souvent les gens qui reçoivent un diagnostic de cancer vont rechercher la cause psychologique à leur cancer et donc rechercher l'événement qu'ils ont pu vivre ou la difficulté qu'ils ont pu vivre dans la dernière année ou dans les derniers mois. Et ce que l'on sait, c'est que le cancer, ça prend vraiment plusieurs années à se développer. Une tumeur, pour être détectable, par exemple une tumeur au sein, ça va prendre 7 à 10 ans avant qu'elle soit détectable par les moyens qui sont disponibles actuellement. Donc, il est peu probable que des événements qu'on a vécus récemment aient eu une influence déterminante sur l'évolution de notre cancer. Parfois, les gens vont me répliquer, oui, mais on sait, le stress, ça diminue notre fonctionnement immunitaire, ce qui est vrai, et c'est très bien démontré dans la littérature. Cependant,
Le rôle du système immunitaire dans le développement du cancer est fortement remis en question, de sorte que présentement, on dit qu'il est surtout important pour certains types très spécifiques de cancer, comme par exemple le cancer du col de l'utérus, qui lui est vraiment lié au VPH, le virus du papillome humain. Pour tous les autres types de cancers solides en particulier, le rôle du système immunitaire est vraiment pas établi pour l'instant. Mon argument final et le plus important, je pense, c'est qu'on a une tendance dans notre société, quand on ne connaît pas les causes médicales d'un problème de santé, à nécessairement dire que c'est psychologique. Alors que le cancer, bien qu'on le connaisse encore, on a réussi à établir quand même certains facteurs de risque du cancer, il reste qu'il y a encore beaucoup d'inconnus autour de la cause du cancer. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas les causes médicales de ce problème-là que c'est nécessairement psychologique. Et l'exemple que j'aime bien utiliser, c'est celui des ulcères d'estomac. On a cru pendant très très longtemps que les ulcères d'estomac étaient dus au stress, et on a découvert il y a quelques années que la très grande majorité des ulcères sont dus à une bactérie qu'on peut traiter efficacement avec un antibiotique. Donc, retenez ça. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les causes médicales que c'est nécessairement psychologique. Je vais faire la suite tout de suite. Qu'est-ce qu'on connaît sur les causes du cancer? Je vous écoute. Pas tous en même temps. Le mode de vie. Pardon? Le mode de vie, comme quoi par exemple? Les occidentaux et les orientaux. Oui, OK. Donc, ça, au niveau de la nutrition, tu veux dire? OK. Autre chose? Oui? Une partie qui est génétique. Oui, composante génétique, oui. Puis on est en train de découvrir de plus en plus de gènes, c'est lent, mais par exemple pour le cancer du sein, on a 2 mutations génétiques qui ont été identifiées. Et ça s'en vient probablement pour les autres cancers. Autre chose? Le vieillissement. Le vieillissement, on sait que ça explique qu'on ait de plus en plus de cas de cancer parce que c'est vraiment une maladie qui est liée au vieillissement. Ceux qui vivent à Chaland. Oui, les causes environnementales, oui, effectivement. Quoique, c'est très difficile d'établir ce genre de relation-là. Là, j'ai bien conscience que peut-être mon modèle est un petit peu petit, je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. D'abord, le cancer, ce n'est pas qu'une maladie, c'est plus de 200 types différents, chacun avec ses propres déterminants, chacun influencé par ses propres facteurs de risque. Et pour chaque individu, il y a un ensemble différent de facteurs qui va occasionner le cancer chez une personne donnée. Donc ici, on voit que j'ai mis hérédité, et là, le pointeur, oui, le voilà. Il y a hérédité ici. J'ai mis les hormones que vous n'aviez pas mentionnées, mais qui sont très importantes pour certains types de cancers, notamment cancer du sein, cancer gynécologique, les virus. Exercice physique, j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'on a encore des études à venir là, pour établir son rôle sur le développement du cancer. Tabagisme, vous ne l'avez pas dit, quelle cause évidente, là, très bien établie pour le cancer du poumon. Nutrition, j'ai mis un point d'interrogation parce que si vous êtes à l'affût de ce genre de nouvelles, vous avez sûrement remarqué que souvent des nouvelles à ce sujet-là, parfois c'est les tomates qui nous protègent contre le cancer de la prostate, d'autres fois c'est le lait, d'autres fois c'est le gras qui augmente le risque de cancer. Et parfois, on a aussi des résultats un peu contradictoires. Donc, c'est ce qui explique le point d'interrogation, puisque c'est très difficile d'isoler un seul élément dans tout ce qu'on peut manger au cours de notre vie. J'ai mis environnement avec un point d'interrogation, comme je le disais, parce que, encore là, c'est pas facile à étudier. Et surtout, le point ici, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation pour montrer qu'on ne connaît pas tout sur les causes du cancer et qu'on va en connaître plus au cours des prochaines années. Et donc, ce qu'il faut conclure de ça, c'est que ce serait beaucoup trop simpliste de dire stress égale cancer. Le stress, s'il a une influence, et je dis bien ici, on doit le voir
en interaction avec beaucoup d'autres facteurs et que probablement, si là, un rôle il est vraiment minime, parce qu'on n'a pas réussi à l'identifier dans les recherches jusqu'à présent. Maintenant, si on prend la deuxième supposition, que l'attitude de la personne est déterminante pour son pronostic, là encore, j'aurais pu vous parler pendant 3 heures des résultats scientifiques qui sont disponibles, qui ont porté sur cette question-là. J'ai choisi de vous présenter seulement 2 études pour ne pas vous ennuyer. La première étude que je vous présente, c'est l'étude de Spiegel, dont on a entendu parler un petit peu ici, mais vraiment beaucoup plus aux États-Unis. C'est une étude qui a été très, très marquante, fortement publicisée, médiatisée, et qui a montré, en fait, c'est une étude qui a porté chez des femmes qui avaient un cancer du sein métastatique, donc qui en sont au stade 4 de la maladie. Donc, pour qui là, la guérison n'est plus possible, c'est sûr, elles peuvent survivre de nombreuses années, tout dépendant du type de métastase dont elles sont atteintes. Dans cette étude-là, par exemple, on a comparé une intervention psychologique qu'on administrait à raison d'une séance par semaine pendant 1 an. C'est une thérapie de support. Les gens étaient encouragés à exprimer leurs émotions dans la thérapie, à se soutenir les uns les autres dans leur expérience de cancer. Les premiers résultats sur cette étude qui ont paru ont montré que l'intervention améliorait plusieurs indices de fonctionnement psychologique des femmes. Elles avaient moins de dépression, moins anxieuses, percevaient un meilleur soutien social, etc. Et plus tard, on a publié des résultats sur la survie et, de façon fort étonnante, on a observé que les femmes qui avaient reçu l'intervention avaient survécu 2 fois plus longtemps que les femmes qui n'avaient pas reçu l'intervention. Et ici, c'était une différence d'environ 18 mois, 36 mois versus 18, ou plutôt 19. Cependant, il y a un autre principe en science qui est fondamental, c'est celui de la réplication. Parce qu'on peut très bien observer dans une étude des résultats simplement par l'effet du hasard ou encore parce que notre étude n'était pas suffisamment rigoureuse. Donc, rapidement, les chercheurs qui ont lu les résultats de cette étude-là ont conclu qu'il fallait répliquer les résultats de cette étude-là avant de conclure là, que c'était vraiment un phénomène qui était réel, que la psychothérapie allongeait la survie au cancer. Il y a eu beaucoup d'études de réplication qui ont été menées. Celle qui est la mieux faite, c'est celle de Goodwin, qui est une chercheure canadienne, qui, elle, a repris exactement la même étude, mais avec plus de participantes. Les thérapeutes de l'étude étaient formés par Spiegel lui-même, celui qui avait fait la première étude, donc une réplication parfaite de la première étude de Spiegel, même type donc de thérapie, et on observait que la thérapie était associée à une diminution de la détresse psychologique, cependant au niveau de la survie, aucune différence significative entre les groupes, même que le nombre de mois était pratiquement identique, 17,9 mois versus 17,6. Que conclure de tout ce que je viens de vous dire? Ben, il semble que les facteurs psychologiques n'aient pas une influence déterminante dans le développement initial du cancer, ni dans sa progression une fois que le cancer est diagnostiqué. Il y a toujours des gens qui ont des meilleures évolutions d'autres, ou encore qui défient les pronostics des médecins. Donc, à qui, par exemple, on aurait dit il vous reste monsieur, madame, en 6 mois et 1 an à vivre, puis des gens qui vont vivre au-delà de ces prédictions-là, il y en a toujours eu, mais on ne comprend pas, on n'a pas encore identifié c'est quoi les facteurs qui amenaient un meilleur pronostic dans ces situations-là. Mais il ne semble pas que ce soit les facteurs psychologiques qui l'expliquent pour autant. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que les problèmes psychologiques qu'on peut ressentir par rapport à un cancer, ben, ça nuit à notre qualité de vie. Hein. Si on est déprimé, si on est anxieux, ben, ça risque de diminuer notre satisfaction envers notre vie. Donc, et on sait que la psychothérapie est associée à une diminution de ces problèmes-là, de ces symptômes-là. Donc, il est très important de pouvoir offrir des programmes d'aide aux gens qui présentent des problèmes psychologiques en association avec leur cancer. Maintenant, est-ce qu'on doit faire ça par la pensée positive? C'est ce que nous allons voir là, dans les prochaines minutes ensemble.
cancer, c'est une expérience qui est éprouvante. C'est une expérience qui va être associée à toutes sortes de pensées négatives. J'en ai mis quelques exemples ici, mais vraiment, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Le premier, très évident, je vais mourir parce qu'on associe souvent le cancer à la mort. Bien que les nouvelles sont très encourageantes, le taux de survie au cancer continue d'augmenter d'année en année. Dû au fait qu'on les détecte beaucoup plus précocement et aussi qu'on les traite de façon plus efficace aussi. Donc, pensée négative, je vais mourir, je vais souffrir et faire souffrir mon entourage, c'est injuste, c'est ma faute. On sait aussi que ça va être associé à toute une gamme d'émotions négatives comme la dépression, l'anxiété, la culpabilité, la colère. Selon le modèle cognitif de Beck, c'est un éminent psychologue américain qui a développé ce qu'on appelle la thérapie cognitive, qui est une forme de psychothérapie. Selon son modèle, développé vers la fin des années 60, début des années 70, il y a un lien très étroit entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent, entre ce que l'on pense et les émotions qu'on va ressentir, toutes nos réactions en fait, réactions émotionnelles, réactions comportementales et réactions physiologiques. Alors, je vous donne un exemple. Sylvie reçoit un diagnostic de cancer du sein. Son interprétation, je vais mourir. Donc, nécessairement, si on dit que nos pensées sont étroitement liées à nos émotions, ici, on n'aura pas des émotions très positives, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir de la dépression, de l'anxiété. Au niveau comportemental, la personne va peut-être porter à ruminer, avoir des préoccupations importantes. S'isoler aussi, ce qu'on voit notamment chez les personnes qui ont des symptômes dépressifs. Sur le plan physiologique, on peut voir toutes sortes de symptômes comme des pertes d'appétit, des problèmes de sommeil. Quand on regarde cet exemple-là, on pourrait se dire Sylvie aurait grand avantage à penser plus positivement, n'est-ce pas? Un point que j'ai peut-être pas très bien expliqué, c'est que, donc, peu importe la situation qu'on vit, c'est beaucoup la façon dont on va l'interpréter qui va déterminer nos réactions. Donc, ce n'est pas la situation comme telle, même si le cancer, on pourrait dire que c'est un événement là, objectivement très négatif. Donc, est-ce que Sylvie aurait avantage à penser plus positivement? Donc, pour répondre à cette question-là, on va continuer la description du cas. Donc, Sylvie est actuellement traitée pour un cancer du sein. Son cancer a été diagnostiqué à une phase avancée de la maladie. Elle se sent souvent triste et anxieuse face à ce pronostic sombre. Elle a lu plusieurs livres sur le pouvoir de la pensée et est convaincue que la tristesse et l'anxiété qu'elle ressent nuira à ses chances de guérison. Elle se sent coupable de ne pas parvenir à garder une attitude positive. Je suis incapable de demeurer positive. C'est donc certain que mon cancer va m'emporter. Elle décide de consulter un psychologue dans le but d'améliorer ses chances de guérison. Et ça, c'est quand même assez courant comme motif de consultation en psychologie. Donc, en fait, ce que Sylvie vit, c'est la tyrannie de la pensée positive, qui est un terme qui nous vient de Ginny Holland, qui est la pionnière de la psycho-oncologie, qui est tout le domaine qui s'intéresse aux aspects psychologiques associés au cancer. Et que j'ai repris parce que je trouve que ça décrit bien le phénomène. Alors, Sylvie croit qu'elle doit être positive en tout temps pour guérir de son cancer. Elle n'y parvient pas. Pourquoi elle n'y parvient pas? Parce que c'est pas possible d'être toujours positif quand on vit une situation comme le cancer. C'est normal d'avoir des inquiétudes, c'est normal d'être parfois déprimé parce que les traitements, c'est pas facile à passer. Et donc, les émotions négatives, elles sont normales jusqu'à un certain degré. Donc, elle n'y parvient pas. Ce qui arrive, au lieu de normaliser la situation, Sylvie se tape sur la tête, elle se sent coupable. Je n'ai pas l'attitude qu'il faut pour guérir de mon cancer. Et là, elle risque aussi de ressentir de l'anxiété parce qu'elle se dit, si je n'ai pas l'attitude dont j'ai besoin pour guérir de ce cancer, ça va être de ma faute. Et je vais avoir une récidive de cancer. Donc, vous voyez que plus Sylvie essaie de penser positivement, moins elle y parvient. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit très fréquemment.
Donc, d'une part, on a ce qu'on a vu, on a les pensées négatives. J'en ai mis quelques exemples. Je vais mourir, c'est mon dernier Noël, je ne sers à rien, je suis une nuisance, ça ne vaut plus la peine de vivre. De l'autre côté, on a les pensées positives. Donc, la personne qui a ces pensées-là, puis qui croit qu'elle doit être positive tout le temps, elle va se dire, non, il ne faut pas que je pense à ça, il faut que je pense positif. Et là, elle va essayer de se dire, ce cancer ne m'aura pas, je vais guérir, puis aussi encourager, notamment par certains intervenants ou certains livres qu'elle aura lus, elle va penser qu'il faut qu'elle trouve quelque chose de positif dans son expérience de cancer. Donc, le cancer est une bonne chose d'apprendre de celui-ci. Qu'est-ce qui arrive? Donc, Sylvie, dans un premier temps, elle a des pensées négatives. Elle se dit, il faut que je pense positivement. Donc là, elle essaie de penser positivement. Mais qu'est-ce qui arrive au bout d'un certain temps, c'est que le doute s'installe. Il se pourrait que Sylvie, par exemple, écoute une émission où là, on parle de quelqu'un qui a décédé de son cancer. Puis là, ça va faire, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Parce que les mauvaises choses, ça n'arrive pas toujours qu'aux autres, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? Bien, la personne ne croit plus à ses pensées positives et retourne à ses pensées négatives initiales. Donc, dans sa tête, ça fait un peu comme un combat de boxe où il y a un super gros boxeur qui représente les pensées négatives, qui est très fort, très musclé. Puis on essaie avec nos pensées positives là, d'opposer un autre boxeur, mais lui, il est vraiment tout maigre, tout faible, et il n'est pas capable de contrecarrer là, la force du boxeur qui représente les pensées négatives. Donc, ça fait un combat qui est inégal et inévitablement, c'est les pensées négatives qui vont finir par l'emporter. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est que les pensées positives, ça peut bloquer des émotions temporairement. C'est sûr que si Sylvie elle se dit, je vais mourir de mon cancer, puis après elle se dit, non, je vais guérir, bien, temporairement, elle va se sentir mieux quand elle se dit, je vais guérir, que quand je vais mourir. Bon. Toutefois, cet effet-là ne durera pas dans le temps, à cause de ce phénomène-là que je viens de vous expliquer, que les pensées négatives sont toujours trop fortes. Donc, et aussi par le fait que les pensées positives sont difficiles à croire. Et on a vu aussi avec la tyrannie de la pensée positive, donc le cercle vicieux, que plus on essaie d'être positif, moins on y parvient, moins on l'est. Donc, j'aime bien utiliser l'analogie des lunettes pour illustrer un peu cette différence-là entre pensée négative et pensée positive. Donc, les pensées négatives, c'est un peu comme si on portait des lunettes noires. On voit notre situation à travers les verres qui sont teintés plus noirs. Donc, on la voit plus sombre qu'elle ne l'est en réalité. On voit donc le côté négatif de la situation. Le cancer égale mort, et on va penser que tout va mal tourner, je vais mourir de ce cancer. À l'opposé, on a les pensées positives. Alors, c'est un peu comme si on essayait de mettre des lunettes roses. Et dans ce cas-là, on va voir le côté positif de la situation, comme par exemple le cancer est finalement une bonne chose, je vais apprendre de celui-ci, et penser que tout va bien tourner. Donc, je vais guérir de ce cancer. Ici, ça laisse croire qu'il y a vraiment comme deux types de pensées, deux types vraiment distincts. Mais en réalité, toutes les pensées qu'on a, et on en a beaucoup dans une journée, ça se distribue sur un continuum allant de la pensée la plus négative à la pensée la plus positive. À un extrême, on retrouve les pensées négatives, donc nos lunettes noires. L'autre extrême, les pensées positives, nos lunettes roses, ce qui indique qu'il doit y avoir quelque chose dans le milieu. Et ce quelque chose, ce sont les pensées réalistes. Et donc, c'est de porter des lunettes claires. Porter des lunettes claires, c'est quoi? C'est percevoir la situation qu'on vit telle qu'elle est. C'est percevoir tous les aspects possibles d'une situation sans les exagérer négativement, comme dans le cas des pensées négatives, sans les exagérer positivement, comme dans le cas des pensées positives. Dans une situation donnée, c'est percevoir tous les scénarios réalistes possibles, tout en espérant
espérant que ce soit le meilleur scénario qui survienne. Et là, c'est la notion d'espoir qui arrive. Parce que des fois, les gens qui voient le titre de mon livre, ils font « Ouais, mais là, être réaliste, c'est pas toujours le fun parce que la vie, c'est pas si drôle que ça. » Mais en fait, l'approche que je préconise, c'est vraiment l'optimisme réaliste. Et donc, il y a de l'espoir dans cette approche-là aussi. Pour illustrer un peu la différence entre pensée négative, pensée positive et pensée réaliste, on va prendre le cas de Marie. Donc, Marie, elle a 50 ans. C'est un exemple qui est, disons, associé au cancer, juste pour vous montrer un peu la différence entre ces types de pensées-là. Marie, elle a 50 ans. Elle est monoparentale et a perdu son emploi après 15 ans de bons et loyaux services. Pensée négative. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce traitement injuste? Mes patrons sont des ingrats. Je ne me trouverai jamais un autre travail à mon âge. Je n'aurai plus assez d'argent pour faire vivre mes enfants. Et là, Marie pourrait se dire, et là, je pense vraiment négativement, il faut que je pense positivement, sinon ma situation ne va pas se résoudre. Qu'est-ce qu'elle pourrait se dire comme pensée positive? Je vous écoute. Oui, c'est très positif. Qui l'a dit? Oui, ok. C'est bon. Autre chose? On va gagner le gros lot à l'Auto-Québec. Ah oui, c'est bon, c'est une bonne pensée positive, ça, oui. Alors, moi, les exemples que j'ai mis, c'est une bonne chose. Il y a longtemps que je n'aime plus mon travail. Ce sont mes patrons les pires car ils perdent une employée modèle. Je viens de trouver rapidement un autre travail. Tout va bien aller. Le problème, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il se pourrait qu'à un moment donné, Marie, elle ait des doutes. Puis qu'elle se dise, ouais, se trouver un autre travail à 50 ans, c'est pas si facile que ça. Puis c'est vrai que si j'ai pas d'argent, ben, les enfants, je suis la seule personne qui les soutient. Donc, il faudrait que j'en ai de l'argent pour qu'ils puissent manger. Donc, vous voyez qu'elle est très susceptible, Marie, de passer, d'alterner, si vous voulez, entre ses pensées négatives et les pensées positives. Avec tous les hauts et les bas que ça peut impliquer au niveau émotionnel. Donc, on va prendre notre continuum. Pensée négative, je ne me trouverai jamais un autre travail à mon âge. Je n'aurai plus assez d'argent pour faire vivre mes enfants. Pensée positive, je me trouverai rapidement un autre travail. Tout va bien aller. Pensée réaliste, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, je vous redis que la pensée réaliste, c'est de voir tous les scénarios possibles d'une situation tout en espérant que ce soit le meilleur qui arrive. Un jour à la fois. Un jour à la fois? OK. Et ça veut dire quoi? Ben, c'est pas être négatif, mais c'est pas être positif, vraiment. OK. On fait notre possible chaque jour. OK. Donc, il y a un peu d'espoir associé à ça? Oui. OK. Oui? Je vais aller chercher l'aide des organismes communautaires qui vont pouvoir m'aider à m'en sortir. Oui. OK. Oui. Je vais aller voir un conseiller d'orientation. OK. Donc, Marie se met en action. C'est excellent. D'autres exemples? Oui? Je vais faire le bilan de mes forces et mes faiblesses pour me trouver un super bon emploi. Oui, c'est bon. Excellent. Vous avez des bonnes idées. Moi, ce que j'avais mis ici, c'est... en fait, Marie, elle peut en même temps admettre que ce ne sera pas facile de se trouver un autre travail, mais effectivement, prendre conscience de ses forces, de ses compétences, ses expériences qui pourraient la placer favorablement là, sur le marché de l'emploi. Donc, j'aurais voulu garder ce travail, mais je suis capable de passer au travers cette difficulté. Donc, on admet que c'est difficile, mais ça, on n'est pas en train de se faire à croire que c'est rien ou que c'est pas grave. Mais j'ai les ressources pour y faire face. Il est plus difficile de trouver un emploi à 50 ans, mais j'ai tout de même une expérience très valable. Donc, on analyse nos forces. J'ai besoin d'argent, mais les prestations de chômage seront suffisantes pour faire vivre mes enfants. Et au pire, j'emprunterai de l'argent à ma soeur. Dans la partie réaliste, on a dit qu'on regardait tous les scénarios possibles d'une situation. Même la pire. Et ça, c'est très important. C'est ce qui distingue le plus sur les pensées positives des pensées réalistes, c'est qu'on les regarde tous, même le pire scénario, puis on voit si on est capable de passer au travers ou si on est capable de s'y adapter. Donc, les avantages de la pensée réaliste, c'est que ça diminue la force et la persistance
des émotions négatives. Ça évite qu'on entre dans un combat de boxe, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, où nécessairement c'est notre boxeur de pensée négative qui l'emporte. Ça aide à trouver des solutions concrètes à se mettre en action. On avait des exemples tantôt. Je vais aller voir un conseiller, je vais aller chercher de l'information. Donc, quand on pense de façon réaliste, on est plus susceptible de mettre en place un plan d'action pour trouver des solutions à nos problèmes. Ça permet de s'adapter à toutes les conséquences possibles, même la pire. Maintenant, comment ça s'applique ça au cancer? Donc ici, on a l'exemple de Martin qui reçoit un diagnostic de cancer. Pensée négative, je vais mourir, ça ne vaut plus la peine de vivre. Pensée positive, le cancer ne me tuera pas moi. Si je reste positif, je vais guérir de ce cancer. Pensée réaliste, maintenant vous êtes réchauffé, là, vous êtes bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Hein? Oui? Accepter les traitements qui sont proposés. OK. C'est bon. Donc, dans l'optique que... C'est possible que je guérisse. OK. Dans l'optique que les traitements soient efficaces et qu'on en guérisse, c'est bon. Autre chose? Il va avoir des mauvaises journées, mais c'est correct. Ça fait partie aussi du processus de guérison. OK. C'est bon. Vivre les étapes une à la fois. Oui, ça peut être intéressant de prendre ça une étape à la fois. C'est pas trop voir d'avance ce qui s'en vient. Ça peut être assez angoissant. Aller chercher de l'aide. Oui, ça peut être d'aller chercher de l'aide, effectivement. Mais avant ça, on peut aussi compter sur nos ressources personnelles. Donc, au niveau des pensées réalistes, on pourrait dire, donc, admettre, c'est une très mauvaise nouvelle. Il n'y a personne qui ne sera jamais content d'avoir un diagnostic de cancer. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Mais ce ne sont pas toutes les personnes atteintes de cancer qui en meurent. On a parlé tout à l'heure, hein, les taux de survie augmentent toujours d'année en année. Mon médecin m'a dit que j'avais un excellent pronostic. Je pourrais donc survivre à ce cancer. Donc, c'est un des scénarios. Puis, c'est le meilleur. Puis, on peut espérer que ce soit lui qui survienne. Au pire, on a dit que c'est important de regarder le pire scénario aussi. Je vais m'arranger pour faire les choses qui sont importantes pour moi au cas où le pire arriverait. Donc, c'est là que parfois on voit que les gens qui vivent l'expérience du cancer réorientent un peu leurs objectifs de vie, leurs priorités. Et c'est ce qu'on voit ici apparaître. Là, au pire, si jamais j'ai une récidive et que je meurs de ce cancer, bien, je vais m'arranger pour vivre ce qui est important pour moi. Donc, si vous pourriez dire, ouais, c'est facile, lui, un bon pronostic. Qu'est-ce qui arrive quand la personne n'a pas un très bon pronostic? Il ne me sert plus à rien vivre puisque je serai mort dans 2 mois. Alors ici, c'est l'exemple de quelqu'un qui a un cancer avancé, à qui on a dit qu'il lui restait environ 2 mois à vivre. Pensée positive, je vais guérir de ce cancer. Pensée réaliste, qu'est-ce que ça peut être? Oui, OK. Excellent. Donc, de se trouver des objectifs plus à court terme, mais oui. Faire ce qui est important pour soi. Excellent. Oui? Je vais mourir, mais probablement que je vais passer le temps qu'il me reste à vivre, ça va être du temps de qualité. Oui. Excellent. Toujours plus facile à dire quand on n'est pas trop concerné par les situations. Mais on peut y arriver quand même. L'autre chose, c'est que les statistiques peuvent être trompeuses. Je l'ai dit tantôt, ça arrive souvent que les patients défient les pronostics des médecins. D'ailleurs, établir un pronostic, c'est vraiment un acte médical très, très imprécis. Donc, les statistiques peuvent être trompeuses puisqu'elles représentent un grand nombre de personnes et reflètent difficilement ce qui arrivera à une personne en particulier. Il se pourrait donc que je vive plus longtemps. N'est-ce pas? C'est réaliste, ça arrive. D'ailleurs, ça me fait penser à un patient que j'ai vu il y a quelques années qui vient me consulter. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, j'aimerais que vous me réappreniez à vivre. Ah bon, intéressant, expliquez-moi pourquoi. Alors, c'est un homme à qui on avait annoncé, il y avait 12 ans de ça, qu'il y avait un cancer du poumon métastatique. Et donc, il lui restait là, très peu de temps
arrive. Je ne me souviens plus exactement combien de temps on lui avait dit. Donc, ce monsieur-là, peu à peu, a quitté son travail, évidemment. Peu à peu, a commencé à moins voir sa famille, a délaissé ses enfants. Et au moment où il me consultait, sa vie se résumait à se lever le matin, lire son journal, aller au dépanneur avec son ami qui travaillait là, prendre ses 2-3 petites bières, revenir à la maison, écouter les nouvelles et se coucher. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce monsieur-là, il vivait comme en attente de la mort, n'est-ce pas? Et la mort n'est jamais venue. Alors là, c'est sûr que c'est un cas exceptionnel, c'est pas toutes les personnes dans la situation que je décris ici à qui ça va arriver, mais ça montre simplement que tant qu'on est en vie, c'est important de vivre. Et vivre, ça veut dire avoir des projets, on en a parlé tantôt, avoir des objectifs de vie et espérer être là le plus longtemps et le mieux possible. Mais, on a dit, on regarde toujours aussi le pire scénario. Au pire, si je meurs vraiment dans 2 mois, je vais être déçue, et le mot est probablement faible, d'avoir passé tout ce temps-là à me morfondre sur ma mort sans profiter du temps que j'avais, un peu comme mon patient là, qui a passé 12 ans de sa vie en stand-by finalement en attendant que la mort arrive. Ce que je vous explique depuis tantôt, pour ceux qui sont un petit peu plus, qui en connaissent un petit peu plus sur les types de psychothérapie qui existent, bien, ce dont je vous parle, c'est la thérapie cognitive comportementale. Alors moi, je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai fait, c'est... tout ce que je vous dis, en fait, c'est appuyé sur des décennies de recherche en thérapie cognitive comportementale. La thérapie cognitive comportementale, il en existe plusieurs formes. Le principe est toujours le même, c'est qu'on accorde une grande importance à l'interprétation que les gens donnent aux événements qu'ils vivent. Je ne vais pas passer tous les détails de ça. Un principe qui est très important, c'est le questionnement socratique, un grand terme, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Le fait aussi que c'est une approche collaborative, le patient et le clinicien travaillent vraiment en équipe ensemble pour le mieux-être du patient. Il y a une emphase qui est mise sur le présent, donc même si il y a des choses pertinentes du passé qui peuvent expliquer comment on réagit aux événements qui nous arrivent aujourd'hui, il reste que dans l'intervention, on va beaucoup mettre l'emphase sur c'est quoi les problèmes présentement, puis c'est quoi les solutions pour les résoudre. Et les suivis sont généralement à court et à moyen terme. La thérapie cognitive comportementale, c'est celle qui a reçu le plus d'appui empirique, donc dont l'efficacité est la plus démontrée par des recherches scientifiques pour diminuer toutes sortes de problèmes psychologiques, donc ceux qui sont les plus fréquemment associés au cancer, que ce soit la dépression, l'anxiété, les difficultés de sommeil, la fatigue, etc. Comment on s'y prend? Tantôt, j'ai parlé du questionnement socratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces pensées négatives que les gens peuvent avoir par rapport à une situation donnée? On va les remettre en doute par le biais d'un questionnement. On va utiliser toutes sortes de questions pour remettre en question toutes ces interprétations que la personne peut avoir par rapport aux situations qu'elle vit. Comme par exemple, quelles sont les preuves que cette pensée est vraie? Ou au contraire, quelles sont les preuves que cette pensée est fausse? Est-ce que cette pensée est basée uniquement sur des faits? Est basée sur des faits ou uniquement sur des impressions? Est-ce qu'il y a une explication alternative plus probable? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver et est-ce que je pourrais passer au travers? Quelle est la meilleure? Quelle est l'issue la plus probable? Alors, moi, par exemple, aujourd'hui, quand je pensais à ma présentation ce matin, je me préparais, mon scénario catastrophe, c'était je vais bafouiller, les gens vont me trouver inintéressante, ils vont sortir d'ici en me disant « Moi, je ne reviens plus jamais à l'Université Laval, c'est que des incompétents. » Donc, un scénario très noir. J'ai essayé de penser positivement aussi ce matin, alors je me suis dit « Non, tout va bien aller, tout le monde va adorer ma présentation, même à la fin, ils vont tellement aimé ça, ils vont me faire une ovation debout. » Mais le scénario le plus réaliste, c'est quoi?
c'est que certains d'entre vous vont beaucoup aimer ma conférence, certains ne l'aimeront pas du tout, puis la majorité des gens vont trouver que oui, c'est quand même pas mal intéressant. Donc, quand on a une perspective plus réaliste comme ça, on se met beaucoup moins de pression hein, et on est beaucoup moins susceptible d'avoir des émotions négatives aussi. Est-ce une question sans réponse? Donc, comment on procède en clinique? Puis vous pouvez l'essayer avec vos propres pensées négatives par rapport au cancer, par rapport à d'autres situations. On utilise une grille dans laquelle la personne doit noter c'est quoi les situations qui ont généré des émotions négatives, c'est quoi les émotions qui ont été ressenties et comment la situation a été interprétée. C'est quoi les pensées qui nous trottaient dans la tête quand on était dans cette situation-là. Puis, après, on a une colonne où on indique nos pensées réalistes. Donc, on fait un petit travail, on se questionne avec les questions que je viens de présenter. Est-ce que j'ai des preuves que ma pensée est vraie? Est-ce que j'ai des preuves que ma pensée est fausse? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation? C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le mieux? C'est quoi le plus probable? Et après, on réévalue nos émotions et on sait qu'on a de bonnes pensées réalistes quand nos émotions ont diminué significativement en force. Alors, je vous donne des exemples. Ici, on a le cas de Marcel. Marcel a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Marcel était un grand fumeur. Il a fumé toute sa vie 2 paquets par jour, 2 paquets de cigarettes par jour. Pensée négative, c'est ma faute, j'aurais dû arrêter de fumer. Les émotions, évidemment, culpabilité, 100%, déprime, 100%. Pensée réaliste. Alors, on voit que Marcel se culpabilise de son cancer parce qu'il dit que s'il n'avait pas fumé, peut-être qu'il n'aurait-il pas son cancer du poumon. Pensée réaliste, ça serait quoi? Bien, premièrement, Marcel, il admet que le fait d'avoir fumé a pu contribuer à son cancer du poumon. On sait que c'est une cause qui est établie pour le cancer du poumon. Donc, il admet ça. Il est vrai que j'aurais dû arrêter de fumer, mais je n'ai pas fait exprès pour avoir ce cancer. Donc ça, en fait, ça fait référence à toute la différence qui existe entre responsabilité et culpabilité. Donc ici, Marcel, il admet qu'il avait une certaine responsabilité, qu'il a eu une certaine responsabilité dans le développement de son cancer. Par contre, il se dit un peu plus loin que ça ne sert pas grand-chose de se sentir coupable. La culpabilité, tout ce que ça fait, c'est que ça nous ramène en arrière. Alors que là, il a une situation à vivre et il doit maintenant faire tout ce qui est possible pour améliorer son adaptation à sa situation. Donc, ça ne sert à rien de me sentir coupable. La culpabilité ne changera rien dans la situation. Il vaut mieux que je pense à ce que je peux faire maintenant et dans l'avenir pour mieux vivre ce cancer et diminuer mon risque de récidive. Donc, maintenant, il n'est pas trop tard. Marcel peut encore arrêter de fumer et donc améliorer ses chances de guérison. Et on voit que les émotions ne sont pas à 0% parce que c'est toujours aussi difficile d'avoir un cancer du poumon. Mais la culpabilité est réduite maintenant à 30%, et la déprime à 20%. Et parce que la baisse est importante, on sait que nos pensées réalistes étaient les bonnes. Le cas d'Élise. Le cas d'Élise illustre une problématique qui est très très fréquente chez les personnes qui vivent avec le cancer, c'est la peur de la récidive. Qui fait que les symptômes physiques sont souvent interprétés comme des signes de récidive. Donc c'est le cas d'Élise ici. Élise en a à la tête depuis quelques jours. Son interprétation, ça doit être des métastases cérébrales. Je ne passerai pas l'hiver. Nécessairement, les émotions sont très intenses aussi. L'anxiété, 100%, de la déprime, 80%. Pensée réaliste. Mais d'abord, on y va par questionnement, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai des preuves que ma pensée est vraie? Est-ce que j'ai des preuves que mon mal de tête est vraiment un signe de récidive? Donc, si j'ai l'habitude d'avoir ces douleurs quelques jours par mois, c'est peut-être juste un mal de tête normal.
est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation? Mes derniers tests ne révélaient aucune trace de cancer. Plus je m'inquiète au sujet de mon mal de tête, plus celui-ci devient intense. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très vrai, que des symptômes qui sont subjectifs comme des douleurs, plus on leur porte attention et plus ils deviennent intenses à notre esprit. Plus on les perçoit comme étant dérangeants, incapacitants et aussi inquiétants. Si mon mal de tête dure ou s'intensifie, je vais consulter mon médecin pour en avoir le cœur net. Donc, on n'est pas en train de dire, non, mon mal de tête n'est pas un signe de cancer. On est juste en train de dire, probablement que ça n'en est pas, mais si jamais il dure longtemps, si jamais ça s'intensifie, là, il faudrait vraiment que je porte attention. Le pire qui puisse arriver, c'est que j'ai un cancer métastatique. Si c'était le cas, il y a des traitements pour les métastases, et cela ne veut pas dire que je mourrai dans la vie. Donc, vous voyez, on regarde le pire scénario qu'on y fait face. Le scénario le plus probable est quoi? Que ce ne sont que des maux de tête sans rapport avec mon cancer. Et on voit que les émotions ont considérablement diminué. Dernier cas, le cas de Robert. Robert a reçu un diagnostic de cancer la semaine passée. Robert est fâché. On voit ça aussi quand même assez souvent. C'est totalement injuste. J'ai toujours pris soin de ma santé. Bien sûr, c'est toujours à moi qu'arrivent ces choses-là. Pourquoi la vie est-elle aussi dure avec moi? Colère 100%, déprime 80%. Pensée réaliste. Les causes du cancer ne sont pas bien connues. Ce n'est pas parce qu'on prend soin de sa santé que cela nous assure de ne pas avoir le cancer. Mais cela m'a peut-être évité d'avoir d'autres maladies. Donc, le fait d'avoir pris soin de sa santé, c'est quand même quelque chose qui a été important dans la vie de Robert, parce que c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas eu de trop de cardiovasculaire, qu'il n'y a pas eu de diabète, etc. Personne n'a dit que la vie était facile. Il est normal de vivre des difficultés, d'avoir des maladies durant sa vie. C'est quelque chose qu'on essaie d'oublier, mais la maladie, ça fait partie de la vie et la mort aussi. Chaque personne doit composer son lot de difficultés. J'ai l'impression que la vie est plus dure avec moi, mais que sais-je de la vie des autres pour juger? Et il s'agit d'une question sans réponse. Je dois maintenant plutôt me concentrer sur la meilleure façon de m'adapter à cette maladie. Et on voit colère complètement disparue et la déprime qui est diminuée d'une façon importante. Dans l'approche cognitive, comportementale, cognitive pour penser, comportementale pour comportement, évidemment, on travaille aussi beaucoup sur les comportements. Je vous ai surtout parlé aujourd'hui de pensée, d'interprétation, mais si jamais un jour vous vous intéressez à l'approche, vous consultez, vous constaterez qu'on travaille aussi beaucoup sur certains comportements qui jouent un rôle dans le maintien de nos symptômes psychologiques dans le temps. Donc, par exemple, on sait que les personnes déprimées vont avoir tendance à réduire beaucoup leur niveau d'activité, beaucoup leurs contacts sociaux, ce qui en soi est un facteur qui va faire en sorte que la déprime va se maintenir dans le temps. Va peut-être même s'aggraver. Moins on voit du gens, moins on fait d'activités plaisantes, plus on va se sentir déprimé. Donc, on va travailler là-dessus, on va amener les gens à graduellement reprendre des activités pour qu'ils vivent du plaisir et donc moins de déprime. Pour l'anxiété, on va travailler sur des comportements d'évitement, par exemple. Les objectifs de vie, on en a parlé tout à l'heure brièvement, c'est très important. Les gens vont avoir tendance, quand ils ont un diagnostic de cancer, que le pronostic soit bon ou mauvais, à vivre au jour le jour, puis à cesser d'avoir des projets de vie, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas les réaliser. Alors que l'on sait, je le disais tout à l'heure, que pour la vie, pour qu'elle soit intéressante, il faut avoir des projets. Puis, c'est pas si important d'avoir la certitude qu'on va les réaliser un jour. D'ailleurs, nous ici, est-ce qu'on est certain qu'on va complètement réaliser tous nos objectifs de vie? Non, il peut nous arriver plein de choses et pourtant, on continue d'en avoir parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir des objectifs de vie. Ça nous rend la vie beaucoup plus agréable. Bon, ça je vais passer. Donc, en conclusion, les pensées négatives entraînent plusieurs réactions indésirables. La pensée positive a également plusieurs conséquences négatives. Elle peut entraîner de la culpabilité, de l'anxiété. Et la pensée réaliste que l'on développe à l'aide des stratégies cognitives comportementales constitue la solution la plus efficace pour s'adapter au cancer.
Si jamais vous voulez en savoir plus, mon livre est disponible, même ici, à tarif réduit si vous voulez. Et puis, le livre là, décrit bien là, comment appliquer les stratégies que je vous ai présentées brièvement aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je suis là aussi pour vos questions. On va procéder à une période de questions qui durera le temps qu'il faut. Et puis, sachez qu'après la période de questions, vous pourrez aller prendre le café qui est offert par l'école de psychologie. Et puis, qu'il y aura une deuxième conférence à 2h30. Si vous voulez poser une question, vous pouvez, si vous avez du coffre, vous pouvez rester assis et poser votre question. Sinon, vous pouvez vous lever et je vous demande d'essayer de parler à voix haute, de parler fort. Puis je sais que c'est difficile d'intervenir devant plusieurs personnes, mais s'il vous plaît, c'est dans l'intérêt de tout le monde que vous posiez vos questions. Moi, j'avais une question. J'aimerais savoir s'il y a des études qui ont touché auprès des enfants qui sont atteints de cancer. Est-ce qu'ils vivent ça de la même façon qu'un adulte? Ils ont des pensées négatives, positives? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant vit au monde avec un cancer? Il n'y a pas de stress? Non, c'est ça, effectivement. C'est un des exemples, un des arguments que j'aurais pu utiliser aussi, qui va à l'encontre de cette idée que le stress cause le cancer, c'est qu'on sait que le cancer aussi atteint malheureusement plusieurs enfants. Il y a moins d'études, et c'est pas vraiment dans mon domaine d'expertise, mais il y a quand même une littérature là, sur l'adaptation psychologique des enfants au cancer. Mais je pense que les mêmes principes s'appliquent que ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, on a un kiosque présentement à Place Laurier qui présentait un peu nos travaux dans mon équipe. Et puis à côté, il y avait l'équipe de psychologues qui travaillent en pédiatrie au CHUL et qui travaillent auprès d'enfants atteints de cancer et qui disaient que la pensée positive est également assez prédominante et fait un peu les mêmes ravages là, chez les enfants et aussi chez les familles. Là. Parce qu'on dit qu'un enfant, donc c'est le moment présent. Oui. Oui, c'est sûr que ce n'est pas exactement les mêmes interprétations, mais je pense que les mêmes principes que j'ai présentés ici pourraient être utilisés. Oui? Qu'est-ce que vous pensez du livre du docteur Hammer sur le cancer apprivoisé? Pour lui, c'est pas de stress, il commence toujours avec un choc émotif qui va altérer les cellules des corps. Oui. Par la suite, c'est le stress que la personne va subir. Bien, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec les positions qui sont décrites dans ça, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Est-ce que vous avez une sous-question? Je pense que vous avez un regard interrogatif. Parce que j'ai beaucoup aimé sa théorie. Oui. Qui est contradictoire avec tout ce qu'on la médecine moderne. Oui. Oui. C'est une question qui serait plus personnelle pour vous. Comment vous vous sentez justement comme une personne en avançant avec ces idées-là? Parce que le mainstream qui est là et qui tient fort en racine est un peu une lutte. C'est comme une lutte que vous avez à faire. Comment vous vous sentez, vous, face à tout ça? Ouf, j'ai de la pression. Ben moi, mon désir d'écrire le livre, c'est vraiment issu de ma pratique clinique auprès des personnes atteintes de cancer que je voyais consulter parce qu'elles se sentaient coupables d'avoir le cancer, parce qu'elles se sentaient coupables que le cancer évolue, parce qu'elles se sentaient coupables quand elles étaient rendues en phase terminale de ne pas avoir gagné leur combat. Et puis moi, je me disais, ben, c'est triste parce que dans la littérature francophone, il n'y a rien d'autre que ces idées-là sont véhiculées très largement, que l'attitude est vraiment très importante et tout ça.
pourtant, ça fait beaucoup de ravages. Donc, c'est vraiment mon objectif, c'était d'aller un peu au-delà de ce que je pouvais faire avec une personne en particulier, une après l'autre. Puis, mais bon, je suis bien consciente que ça va à l'encontre de la position prédominante et que ça va prendre du temps avant parce que c'est une façon de voir les choses qui est non seulement véhiculée là, dans le contexte du cancer, mais dans notre vie quotidienne, là, avec des livres comme Le Secret ou le fait de s'imaginer réussir, s'imaginer gagner à la loterie. Serait des conditions gagnantes pour que ces choses-là surviennent. C'est très, très fort, ces idées-là. Donc, je pense pas à moi tout seul d'arriver à contrecarrer tout ça. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de voix qui se font entendre dans cette direction-là. Puis ça va finir par changer. Est-ce qu'il y a des statistiques disant, oui, il y a tant de personnes qui ont vécu des chocs émotifs et qui ont développé des cancers? Ben, c'est un peu comme je le disais, il y a eu, oui, quand je parlais du stress, j'incluais toutes ces études-là sur les facteurs psychologiques, dont les traumatismes, qui ont été beaucoup étudiés. Et puis, c'est ça, si on regarde la littérature, généralement, on voit que ça n'a pas un rôle prédominant, le fait d'avoir vécu des traumatismes. Et puis là, des fois, il y a des gens qui consultent en se disant, ben là, il faut que je trouve c'est quoi qui a causé mon cancer, parce que si je ne le trouve pas, je ne guérirai pas. Là, on a des gens qui ont vécu des vies parfaites, ça n'existe pas, là, mais qui ont vécu des vies agréables, qui n'ont pas vécu de traumatisme particulier, qui là, s'en cherchent finalement. Là. Mais si on cherche, on va finir par en trouver, parce qu'en général, des vies, des ciels sans nuages, il n'y en a pas. Hein. C'est un peu le même phénomène. Donc, on va finir par en trouver. Puis des fois, ça en est un peu drôle de voir que les gens vont identifier quelque chose de très, très, très mineur. C'est la seule chose qui parviennent à identifier qui pourrait expliquer. Donc, comme je vous dis, si on cherche, on va trouver. Mais la littérature scientifique nous indique que ça n'a pas un rôle important dans le développement du cancer. Oui, vous avez parlé d'un monsieur qui a fait un cancer du poumon métastatique. Dans quelle sorte de personne que vous pensez qu'il se situe, lui? Est-ce qu'il était super réaliste? Est-ce qu'il était... Comment il passait? Oui, il était... On n'entend pas beaucoup de ces gens-là. Oui. Il était peut-être à l'extrême trop réaliste, oui. Mais d'une certaine façon, oui, mais aussi négatif dans le sens où ça ne me sert plus rien. Probablement que sous-jacent à ça, il y avait l'idée que ça ne lui servait plus à rien de vivre parce qu'il allait mourir. Vous voyez? C'est une pensée négative qui fait que peu à peu, on se désengage de notre vie. Puis, oui? Donc, l'idée que le micro-ondes puisse causer le cancer, c'est plus la pensée populaire, ça on dit? Ben, en fait, il y a des études qui sont faites, mais actuellement, on n'a pas établi de relation causale entre les deux. Même chose pour le téléphone cellulaire, là, on investigue, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves. Mais peut-être que éventuellement, on aura pas de convaincante que ça a un rôle, mais pour l'instant. Oui. Bonjour, moi c'est Diane. Moi, dans le fond, ça a le lien un peu avec la place des émotions dans la pensée réaliste. C'est que même dans la maladie ou dans peu de choses dans la vie, la place des émotions est souvent mise au rencard ou un peu au service de ce qu'on pourrait en faire. Est-ce qu'il n'y a pas une place justement que, peu importe que ce soit le cancer, que ce soit avoir des objectifs de vie, où la place des émotions devrait être apportée de façon plus réaliste dans bien des situations qui pourraient justement aider à avancer, à aller vers des objectifs, les réaliser, tout ça. Dans le fond, ça porte beaucoup sur les émotions. Oui. Ben, en fait, les émotions doivent être
qui doivent être vus un peu comme un signal d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, dans notre façon de percevoir ce qui nous arrive. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Puis ça peut être aussi une façon de réaliser qu'on a des changements à apporter dans notre façon de voir, notre façon de nous comporter. Quand on peut avoir des échecs amoureux, on peut se rapporter à ça. Quand il y a des échecs au niveau du travail, il y a quelque chose justement à pouvoir démêler avec les émotions qui, dans le fond, un outil fabuleux pour oui, tout à fait. La thérapie cognitive comportementale, elle n'a pas été conçue pour être utilisée chez les personnes atteintes de cancer. C'est tout le monde qui peut en bénéficier de cette stratégie. Oui? C'est-tu si important que ça, finalement, de se faire dire? Parce que dans le fond, on dit, on meurt, on sait tout ça, c'est clair. Mais, tu sais, c'est à peu près la seule maladie que le corps médical va dire qu'il reste pour faire le mot. C'est un petit peu. Tu sais, c'est mort par-dessus la mort, en quelque part. Oui. Parfois, que le corps médical soit obligé de dire les restants de mois, les familles, il semble que ça fait une grosse pression. Oui. Parce que là, tu sais, on sait bien qu'on va finir par mourir un jour, que ce soit indépendamment du cancer. Ouais, je pense que pour avoir une perception réaliste de ce qui va nous arriver, c'est important d'avoir ce genre d'informations-là, parce que sinon, c'est un peu comme si on faisait de l'évitement. Puis l'évitement, c'est essayer de ne pas penser aux choses négatives qui peuvent se produire. Puis on sait que l'évitement, c'est pas une bonne façon pour gérer son anxiété. Donc souvent, quand les personnes qui ressentent l'anxiété vont avoir comme mode de gestion de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas s'informer. Mais ça, c'est une façon plus ou moins efficace de gérer son anxiété parce que forcément, à un moment donné, il va arriver une petite pensée qui va se dire « ouais, ça pourrait m'arriver » ou donc c'est beaucoup mieux de voir la réalité en face, mais de ne pas ruminer par rapport à ça. Donc une fois que ça nous est dit là, que notre espérance de vie est limitée, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai démontré un peu des exemples tantôt. Puis là, on peut réinterpréter et se dire, ben bon, voici, ça c'est les faits, mais ça ne veut pas dire que ça va m'arriver de cette façon-là à moi parce que moi, ça pourrait être différent. Donc là, on a une façon de gérer les émotions qui va entraîner, qui va être beaucoup plus, qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps versus, non, moi je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir, bien des fois, il va arriver des brides où on va avoir des pensées qui vont nous rendre anxieux. On ne saura pas quoi faire avec ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais puis aussi, ben, les patients, ils veulent souvent le savoir. Ils vont demander aux médecins, c'est quoi le médecin de guérison. Mais souvent, ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose que le médecin ne peut pas donner. Il voudrait se faire dire, vous, monsieur, madame, là, vous n'en aurez jamais de récidive de cancer. Mais malheureusement, ça ne se peut pas parce qu'on n'est jamais certain à 100% qu'un cancer ne reviendra pas. C'est pour ça qu'on parle toujours en termes de probabilité. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Je me souviens entre autres d'une patiente que j'avais suivie en thérapie. Elle, on avait découvert de façon fortuite son cancer gynécologique, qui est assez rare. Elle avait un excellent pronostic. On lui avait dit en fait qu'elle avait 99% des chances que son cancer ne revienne jamais. Mais elle, c'est une personne qui avait une personnalité plutôt anxieuse. Elle s'est concentrée sur le 1% qui restait, qui était persuadée qu'elle aurait un jour une récidive. Puis là, bon, on a eu un travail à faire de ce côté-là, mais c'est juste pour montrer que, en fait, là, beaucoup de gens voudraient se faire dire « Oui, monsieur, madame, c'est sûr, ça ne vous arrivera pas. » Mais par rapport à ça, c'est qu'il faut développer une tolérance aux informations difficiles qui nous arrivent, développer une tolérance à l'incertitude qu'on appelle dans notre jargon en psychologie, là, qui est, bon, c'est quoi les faits, puis maintenant comment je fais pour gérer avec ça maintenant, plutôt que d'essayer de ne pas le voir, là, puis, mais quand on fait ça, c'est un peu comme une mouche, une tannante qu'on essaie de chasser, elle va finir par en revenir. Quand on essaie de chasser nos inquiétudes, elles reviennent forcément. Donc, mieux vaut faire face à la réalité. C'est ma réponse courte à
Une réponse qui est toute la Oui. Je me demandais, est-ce que tu pensais du testing génétique dans les familles où il y a des cancers qui sont récurrents et à qui on va offrir justement de tester pour certaines mutations de l'ADN? Qu'est-ce que ça donne sur le plan psychologique d'avoir obtenu une confirmation qu'il y a une mutation? Ben, il y a quelques études dans la littérature qui ont regardé ça. Ce que ça montre, si on prend en moyenne les gens qui ont passé le test génétique, on voit qu'il va y avoir une augmentation de la détresse suivant le résultat, quand le résultat est positif. Donc, le résultat indique qu'il y a un incident génétique. Donc, la personne est porteuse d'une mutation génétique et est à risque de développer un cancer. Donc, au départ, une augmentation de la détresse psychologique qui va s'amenuiser avec le temps. Ça, c'est si on prend en moyenne. Par contre, il y a des gens chez qui, probablement des gens qui ont un profil plus anxieux, des gens qui ont tendance à être plus anxieux en général dans toutes sortes de situations dans leur vie. Eux, le niveau d'anxiété va demeurer stable dans le temps. C'est une faible proportion, mais c'est là. Et là, ben, ces gens-là ont besoin d'un même genre d'intervention, c'est-à-dire que de réévaluer un peu les probabilités, d'essayer de les voir d'une façon qui est plus réaliste, parce qu'encore là, le fait d'être porteuse de mutation génétique, c'est pas un risque de 100% que le cancer se développe. Le risque est plus élevé, mais il n'est pas de 100%. Donc, la personne doit apprendre à tolérer ce risque-là. Donc, c'est avec le même genre d'approche. Donc, mon opinion, c'est que, en réalité, ça ne change pas grand-chose de... Moi, je ne suis pas si favorable que ça, parce que si on se fait dire qu'on a une mutation génétique pour le cancer du sein, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là? Oui, ça peut nous inciter à aller à adhérer plus régulièrement à nos mammographies, donc à y aller aux 2 ans comme c'est prescrit, même je pense que c'est sur une base annuelle pour ces femmes-là. Et autre que ça... Il pourrait, par exemple, y avoir une préventive généalogie dans les cas avec le Oui. Qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis que ça l'est ici. Là. La mastectomie bilatérale, c'est en fait une personne qui apprend qu'elle est porteuse d'une mutation génétique prédisant le cancer du sein. On va se faire l'ablation des 2 seins, puis même au niveau gynécologique aussi, de chirurgie, qui va diminuer les risques. Mais encore là, il faut être capable de tolérer l'incertitude, parce que c'est pas parce qu'on s'est enlevé les 2 seins qu'on n'aura pas de cancer du sein, parce qu'il reste toujours une certaine quantité de tissus dans lesquels un cancer peut se développer. Donc, peu importe, il faut gérer avec l'incertitude. Donc, pour moi, c'est pas si utile parce que ça fait juste que les gens doivent adhérer aux procédures de dépistage comme c'est prescrit là, à l'ensemble de la population. Oui? Moi, j'ai vécu 2 cancers et je pense qu'il faut passer à l'étape 1 c'est négatif. Aller après ça dans la pensée surréaliste, si je peux. Après ça, venir au réalisme. Je pense qu'il faut aller d'un pôle à l'autre pour arriver à s'ajuster. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait. Vous avez raison, puis je suis contente que vous le mentionniez, c'est tout à fait normal quand on apprend qu'on a un diagnostic de cancer ou qu'on est en train de vivre des traitements qui sont éprouvants, d'avoir des pensées négatives. L'affaire, c'est qu'on ne veut pas que ça dure trop longtemps. On ne veut pas que ça entraîne des problèmes psychologiques qui vont se développer en d'autres problèmes psychologiques plus importants. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. Les pensées négatives, elles sont normales. C'est juste de trouver la meilleure approche pour les faire disparaître. Elles ne peuvent pas disparaître complètement, mais non. Par contre, elles peuvent aller dans l'autre pôle aussi, puisque la pensée est positive, que si tu fais rien, ça va bien aller, c'est pas vrai non plus. Non. Alors, pour revenir, j'aime votre réalisme. ça me réconcilie avec tout ce que j'ai vécu. Oui. Merci.
votre commentaire. Alors, il est presque 20. Si on veut que le prochain conférencier ait un peu de temps. Oui, pour préparer la prochaine conférence. Merci d'avoir été là.